propose de revenir sur le premier Grand Prix de la saison. Vous êtes bien sûr passionné, vous êtes au bon endroit, c'est votre émission. N'hésitez pas déjà à réagir et à poser toutes vos questions sur ce premier live. Je vous présente l'équipe. On a essayé de vous la présenter dans ces premiers moments où on a un peu été mis en difficulté, comme Sergio Perez au tour de formation, mais vous verrez, ça va aller mieux ensuite. Voici mon équipe. Ce soir, Guillaume est avec moi. Salut Guillaume, comment tu vas? Salut Alex, salut, ça va très bien et j'espère que vous aussi, après un super Grand Prix qu'on a vu et qu'on va prendre beaucoup de plaisir à commenter. Eh oui, qu'on va commenter, qu'on va débriefer tous ensemble en ce lundi soir. Avec moi aussi ce soir, Thibaut. Salut Thibaut, comment vas-tu? Ça va, ça va. Salut à tous. On te présente. Enfin le retour de la F1 et Eh ça fait oui. du bien après beaucoup de temps passé à faire des petits articles. Et oui, c'est vrai, Thibaut, toi tu es à la rédaction de Motors Inside, il faut le préciser, depuis fin 2019 finalement, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste après le Toi- Grand Prix de Russie Ah 2019. mince, premier Grand Prix de Russie. Mais bon, c'est pas. Après, tu as vu certainement de beaux Grands Prix. Après, tu as suivi avec nous et tu as écrit de beaux Grands Prix depuis 2019 et le Grand Prix de Russie. Avec nous, notre dernier acolyte ce soir, nous avons Bastien Harouki aussi de Motors Inside. Salut Bastien, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Ben, le son est revenu, donc ma foi, C'est parfait. c'est un grand bonheur de revenir ici, de pouvoir débriefer ça avec vous. Eh bah oui, c'est vrai, Bastien, toi, donc jeune rédacteur pour Motors Inside, c'était ton premier week-end avec nous à la rédaction sur le site. Eh ben on va voir, en tout cas, on va analyser ensemble avec toi, Bastien, avec Guillaume, avec Thibaut, pour ce soir, pour ce live Motors Inside. On avait normalement une voix off, mais la voix off reste cachée dans l'ombre et on le salue. C'est Romain, bien sûr, le CEO de Motors Inside, qui s'occupe de ce live ce soir et qui gère les petits problèmes de son. Mais on l'avait dit au début, c'est un my team qu'on va faire tous ensemble. On va essayer de progresser ensemble et d'analyser notre passion, la Formule 1 et ce premier Grand Prix de la saison. Allez, le sommaire rapidement de cette première émission, un peu comme sur Motors Inside, on va rentrer en profondeur. Après vous avoir demandé, messieurs, votre avis global de passionné, on va analyser les points chauds, bien sûr, la bataille Mercedes versus Red Bull. Ce sera le premier point croustillant à analyser ensemble, avec notamment cette polémique du quatrième virage. On va aussi analyser, bien sûr, le midfield, un midfield pas si serré que ça, avec McLaren qui a dominé. Ensuite, on analysera aussi notamment la course des rookies, Yuki Tsunoda, le show, Yuki Tsunoda, le japonais qui a performé pour son premier Grand Prix en Formule 1. Et aussi Haas, il faudra parler de Haas déjà en grande difficulté avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin. On aura aussi le bilan des francophones. Vous le lisez souvent sur Motors Inside à chaque Grand Prix. On va analyser aussi la course de Gasly, de Ocon et de Leclerc. Et en troisième partie, les tops et les flops qui ont été préparés par Guillaume aujourd'hui pour le site et qu'on va regarder tous ensemble. En tout cas, c'est votre live, c'est notre live. Vous commentez, vous réagissez dans le chat. À la fin, si vous êtes sage, on répondra à vos questions. Mais en fait, on reviendra à avec vous, toutes vos réactions pour ce direct. C'est parti pour ce premier débrief de la saison sur Motors Inside. Et bien sûr, on va commencer par votre avis de passionné. Si on est là, c'est qu'on est des passionnés et qu'on suit avec amour ce premier Grand Prix de la saison. Et je vais vous demander, messieurs, d'abord ce que vous avez pensé de ce premier week-end en tant que suiveur, que rédacteur pour Motors Inside. Vous l'avez aimé ce week-end? On commence par toi, Thibaut. Alors oui, ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce week-end. Je trouve qu'on a assisté à une course assez palpitante qui a vraiment répondu à nos attentes en fait. Intéressant. En fait, on le sait sur une fin d'une ère aéro, souvent les écarts se réduisent et effectivement aujourd'hui, on voit que Red Bull a un peu comblé le trou avec Mercedes, qui a été peut-être aussi un peu amputé avec les réglementations de la FIA. Mais non, une très très bonne course, je trouve. Très très bonne course que tu as appréciée, toi, Thibaut. Ouais. C'est votre avis un peu, messieurs. Bastien, c'est aussi ton avis? C'est la meilleure course de la saison 2021, Bastien, cette course Grand Prix de Bahreïn. Ah ben, si c'était la seule course de la saison, forcément, on pourrait dire que c'est la meilleure, évidemment. Mais en tout cas, ce Grand Prix a été particulier dans un sens, c'est que pour la première fois depuis tout bêtement le Grand Prix d'Italie l'an dernier, avec la victoire de Pierre Gasly, on a eu une bataille jusque dans le dernier tour, jusque dans les derniers mètres. Ouais, c'est Et vrai. donc ça, c'était un grand spectacle. Alors après, encore victoire d'Hamilton, 96e, si je me trompe pas, les records qui sont encore poussés. Mais Verstappen qui a offert, les deux nous ont offert une belle bataille. Ils sont restés propres, c'était magnifique de bout en bout. Et puis Voilà. de la bagarre à tous les niveaux. On va l'analyser en profondeur, hein. Tu as un peu dévoilé forcément ce qu'on va disséquer, Bastien. Toi, Guillaume, rapidement aussi, tu as aimé. Est-ce que je vais peut-être orienter ma question?
est-ce que tu as préféré la course aux qualifications? Oui, j'ai préféré la course aux qualifications parce que c'est la course, c'est l'ambiance, c'est tout ça, c'est le premier Grand Prix de l'année. Donc forcément, on est friand de Formule 1, donc on avait vraiment envie de voir ce que donne ce premier Grand Prix de l'année. Et en plus, on a eu du spectacle avec ce beau tracé de Bahreïn, Red Bull qui est enfin à la hauteur de Mercedes, enfin un duel qu'on attend, comme l'a dit Bastien. Donc vraiment, pour un premier Grand Prix, on avait tous les éléments pour bien se régaler et on s'est régalé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer la note de Canal+, qui propose bien sûr à chaque fois sa note. Rapidement, on peut s'accorder sur une note rapidement. Moi, je mettrais un petit 16. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs? 15, parce que je pense qu'il va y avoir encore mieux par la suite. Donc, je pense que 15-16, oui, c'est des notes que ça vaut, quoi. Vous êtes de cet avis, Thibaut et Bastien? Eh ben, 15, oui, je dirais 14-15 quand même, parce que il Ah, faudrait vraiment qu'il puisse y avoir encore plus de protagonistes pour la victoire, hein. Après, on s'en ah, plaindra pas. On a eu de la gourmand, bagarre. Bastien. Ah ben, oui, gourmand, parce que la saison 2020 nous a offert quand même des courses assez folles par moment. Donc, je pense qu'il faut se laisser une petite marge de progression pour les prochaines courses. Alors, dans le chat, on salue le chat, hein. Vous êtes là avec nous, vous êtes revenus progressivement, vous montez en puissance avec nous. On vous salue, n'hésitez pas à réagir à tout ce qu'on va dire et à la fin, on prendra vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. C'est aussi votre émission, c'est interactif, c'est Twitch. On a déjà des supporters de Thibaut, hein. Tes supporters sont présents dans le live. On a Marvin56 qui te salue. Donc, on pense au chat, on vous salue. Bien sûr, vous êtes là avec nous ce soir pour le débrief de cette première émission que vous suivez sur le Twitch de Motors Inside. Allez, on va vous, bien sûr, faire un petit rappel, mais des résultats, bien sûr, avec Bastien, tu le disais déjà, la 96e victoire de Lewis Hamilton en carrière, a fini tout en haut du podium, mais tout juste 7 dixièmes devant Max Verstappen, 4 dixièmes d'écart en qualification, 7 dixièmes en course, c'était magnifique. Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas, qui quand même marque son premier podium de la saison, 2 Mercedes sur le podium, une Red Bull, finalement quelque chose quand même d'assez classique. Le top 10, on le déroule et vous allez peut-être l'avoir à l'écran d'ici quelques secondes. On s'active en régie, bien sûr, pour vous proposer un live de qualité. Le top 10 rapidement, Lando Norris solide et quatrième. Sergio Perez qui est remonté de sa 5e position. On va analyser la course de Checo Perez. Charles Leclerc, 6e pour Ferrari. Daniel Ricciardo, 7e. Carlos Sainz, 8e. Yuki Tsunoda, rookie, 9e, 2 points. Et Lance Stroll pour compléter le top 10. Alpine, pas dans les points. On va y revenir tranquillement, en tout cas, pour le classement de cette première course de la saison. Allez, messieurs, dames, vous qui êtes là sur Twitch, vous commencez tranquillement à arriver. On va aborder tous ensemble les points chauds de ce premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Allez, les points chauds, en effet, je le disais. On va commencer par le premier point chaud. Je pense que ça vous a aussi marqué. Bien sûr, on l'attendait. C'est l'essence même de la Formule 1. C'est ce match, cette fight entre Mercedes et Red Bull. Mercedes-Red Bull, finalement, il y a match. Quand on était parti, qu'on avait fini les essais libres, on ne s'attendait pas à un tel duel. Est-ce que finalement le match est plus important que prévu? Est-ce que pour toi, Guillaume, est-ce que le match est plus fort qu'on ne pouvait le penser avant d'arriver à Bahreïn? En début de saison, oui, en tout cas, enfin, plus fort à ce qu'on pouvait attendre. On s'attendait à ce que Mercedes réagisse très vite, comme ils le font d'habitude, et ils ont déjà comblé un paquet de l'écart qui était le leur aux essais privés, et puis même tout au long des séances d'essais libres. Mais en début de saison, on voit vraiment que Red Bull a vraiment les moyens de mettre en danger Mercedes et de pourquoi pas, sur une première moitié de saison, pas forcément de dominer, mais au moins d'embêter fortement Mercedes. Après, est-ce que ça va durer sur toute la longueur d'un championnat? C'est pas sûr, sachant qu'il y a 2022, le basculement des ressources, on en a parlé lors du précédent live. Donc oui, le match est là. On espère qu'il va durer toute la saison. On espère qu'il va durer toute la saison, en effet, Guillaume. Alors, vous l'avez vu ce week-end, vous étiez avec nous, vous étiez nombreux. D'ailleurs, on vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi ces articles sur Motor Inside. On a essayé de vous proposer ça au mieux. On vous a notamment proposé ce tableau, cette différence par rapport à l'an dernier. Finalement, tout le monde a perdu du temps avec les changements aérodynamiques, notamment à l'arrière, la découpe du fond plat qui a ralenti les écuries. Mercedes a perdu 2 secondes à peu près par rapport au qualif. Red Bull, un petit peu moins. Mais finalement, en course, ça s'est pas tant vu que ça, Thibaut, hein, cette différence d'écart, cette perte de la Mercedes. Mercedes s'est bien rattrapé, non? Je pense que Mercedes aussi a
à le choix du roi. C'est-à-dire qu'ils arrivent là quand même sereins en se disant, OK, on a perdu, mais on a quand même deux voitures et deux pilotes qui peuvent jouer la stratégie. Je pense que ce qui a beaucoup aidé Hamilton, c'est le fait que Bottas soit, entre guillemets, pas si loin. Pas si loin, pas si loin. Bottas pas si loin en course. Bon, il faut préciser, il finit à 37 secondes d'Hamilton, mais il a fait un arrêt au stand en fin de course, Valtteri Bottas. Donc c'est vrai que Bottas était là, mais bon, un peu discret quand même dans cette bataille. Et justement, je voulais l'évoquer avec vous, les amis, dans cette hiérarchie. C'est vrai qu'on a déjà, ça s'est vu ce week-end, c'était quand même assez flagrant, mais on a déjà le numéro 1, le numéro 2 dans les deux équipes références. Que penser voilà, on a la hiérarchie déjà en place, Bastien, à Mercedes comme à Red Bull. On sait qu'Hamilton et Verstappen sont les numéros 1 de cette équipe. De leur équipe. C'est évident depuis plusieurs saisons, en tout cas. Il faut bien se le reconnaître parce que Valtteri Bottas, ça fait des saisons qu'il a l'ambition de battre Hamilton, de devenir champion du monde. Et à chaque fois, il se prend souvent une valise tout au long de la saison. Et pour ce qui est de Red Bull, Verstappen, il a une particularité, un peu comme Hamilton d'ailleurs, mais plus fort encore, il détruit ses coéquipiers. Pierre Gasly n'a pas tenu la comparaison, Alex Albon n'a pas tenu la comparaison, Ricciardo a fini par en avoir marre et quitter Red Bull. Donc, donc oui, la hiérarchie est déjà établie, mais attention quand même à Perez. Perez, autant en qualification, il peut être un peu plus loin que Verstappen, parce que c'est pas tellement son exercice, mais on a bien vu qu'en partant dernier, il peut revenir en cinquième position avec un rythme très correct, pas si loin de Verstappen finalement. Donc Perez peut jouer des plus gros points que les anciens coéquipiers de Verstappen chez Red Bull. Alors, on parle de Perez, on va se focus tout de suite finalement sur Perez avant de se focus un peu plus sur ce qui a fait la polémique du quatrième virage dans le 53e tour, ce dépassement de Max Verstappen. C'est vrai que la course de Perez, qu'on voit la course de Bottas, les qualifs de Bottas, mais surtout la course de Perez, c'est vrai que Perez, je crois, a été élu Driver of the Day d'ailleurs, il me semble, Guillaume. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ces courses de Perez? Il faut rappeler le contexte à ceux qui nous suivent ce soir sur le live, ça réagit déjà. Perez s'est arrêté, sa voiture s'est arrêtée net sur un problème électrique, visiblement, problème électronique. Sa voiture s'est arrêtée net dans le tour de formation, s'est arrêté dans l'avant-dernière ligne droite finalement. Il a pu reprendre, partir des stands pour finalement remonter jusqu'en 5e place au final. T'as pensé quoi, toi, de la course de Sergio Perez, Guillaume? Le fait qu'il soit élu pilote du jour, c'était vraiment normal, quoi. Il a vraiment fait une course splendide. On pensait qu'il avait fini sa course même pas avant ayant couvert un tour, donc déjà de pouvoir prendre le départ, c'était déjà un soulagement pour lui et pour Red Bull. Mais ensuite, c'est vraiment un tracé sur lequel il est extrêmement rapide. Donc, on rappelle que Perez, il a gagné sur la outer track du circuit de Bahreïn l'année dernière. Il est vraiment rapide et dans des conditions à peu près similaires, c'est-à-dire il était parti, faisait partie de l'accrochage de Charles Leclerc, Max Verstappen l'année dernière. Il a réussi à remporter la course. Là, c'était beaucoup plus difficile. Hamilton et Verstappen ont dominé toute la course sur le tracé classique de Bahreïn, mais il a remonté tout un à un le peloton. C'était splendide et franchement, il ne pouvait pas mieux espérer que cette 5e place. Il ne pouvait pas espérer mieux que cette 5e place. Ça rappelle quelqu'un qui aurait fait mieux finalement que Sergio Perez, selon Marvin56 dans le chat. C'est Thibaut, puisque Thibaut, visiblement en karting, tu es devant Lewis Hamilton. Mais bon, pour rester plus sérieux en tout cas sur cette performance, toi, c'était ton driver of the day, Sergio Perez. Alors, on va parler du top après, des tops et des flops, bien sûr, mais rapidement, toi, Thibaut, Sergio Perez, c'était ton top? Un de tes tops? Alors, finalement, après avoir revu toutes les images et tout, je pense que je vais quand même passer Verstappen comme driver of the day. Ah. Parce que je trouve dans sa manœuvre du fait de rendre la place, ce qu'on trouve en karting, en fait, il est un peu revenu, même si c'était demandé par son équipe. Mais on revient sur une valeur qui est traditionnelle à la course. Je t'ai passé en étant dehors, je te rends la place. Ouais, alors bon, Verstappen, au début on a cru que c'était un geste fair play, mais pas du tout. C'était pas du tout volontaire de la part de Verstappen. D'ailleurs, on va s'y plonger dans cette polémique du 4e virage. Thibaut, ça réagit déjà dans le chat avec notamment cette question de Marvin56. Est-ce que Verstappen dans une Mercedes peut battre plus facilement Hamilton? On ne sait pas. En tout cas, il y a match entre Red Bull et Mercedes pour ce premier Grand Prix de la saison. On espère pour la suite. Allez, messieurs, dames, qui nous suivez ce soir, vous êtes là pour ce live sur Twitch. On va rentrer dans ce qui a fait quand même le sel de cette bataille, le climax de cette bataille. C'est ce dépassement de Max Verstappen qui était revenu
Alors, ils se sont échangés la première place, Verstappen et Hamilton, Verstappen, Hamilton, Verstappen, Hamilton, et Verstappen qui est revenu en fin de course avec des pneus plus neufs par rapport à Hamilton qui était sur des durs usés. Verstappen a saisi l'opportunité au 53e tour, ce dépassement, les 4 roues à côté finalement. Alors, on a vu cette polémique, mais la polémique, ce n'est pas. En fait, la polémique, messieurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas le dépassement de Verstappen. Le dépassement de Verstappen, tu l'as dit, Thibaut, il était illégal. T'en penses quoi, toi, Bastien? Ce dépassement de Verstappen sur Hamilton était illégal. Alors ça, c'est vrai que c'était quand même une question hein, assez cornélienne hein, finalement. Est-ce que c'était bien ou pas de dépasser Hamilton par l'extérieur en sortant des limites alors que Hamilton sortait allègrement des limites? Après, en soi, la manœuvre, elle est somptueuse. Franchement, parce que Mmh. Verstappen, on a vu qu'il est passé maître dans les dépassements par l'extérieur et qu'il n'a pas doublé juste bêtement avec le DRS en pleine ligne droite. Non, 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 non. Là, il a fait les freins à Hamilton par l'extérieur. Mmh. Après, pour ce qui est des limites de piste, les commissaires avaient prévenu pourtant que ça se ferait un peu plus à l'œil. Là, c'est évidemment très visible, mais Mmh. c'est quand même compliqué à dire. Moi, je dirais en tout cas très personnellement que la manœuvre était somptueuse, mais Ouais. dans les règles, malheureusement, ça passait pas. Marvin56 qui nous dit, je pense que Verstappen n'aurait pas dû écouter l'équipe. C'est vrai que quand on voit la team radio, alors c'est vrai que le dépassement de Verstappen est magnifique. Hein. Les amis, si vous avez vu cet on-board, on vous le conseille sur F1 TV. On vous lâchera des abonnements à la fin si vous êtes sage pour F1 TV. Mais c'est vrai qu'il a construit son dépassement en plusieurs virages. Ça s'est arrivé dès la première ligne droite finalement, départ arrivé. Il a construit ça en 2-3 virages. Il s'est jeté donc il s'est jeté finalement à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur du virage, et il est passé les 4 roues, mais il a dû laisser la place. Est-ce que Verstappen n'aurait pas dû écouter l'écurie? C'est un peu la question piquante. Et c'est vrai que quand on a entendu sa team radio à la fin, lui, il n'avait pas envie de céder la place. Mais Verstappen, il dit qu'il avait la capacité finalement de mettre ces 5 secondes d'écart. Est-ce que Verstappen n'aurait pas dû écouter l'équipe, messieurs? Oh non, je Guillaume. pense qu'il a pris la bonne décision parce que est-ce qu'il aurait eu une pénalité de 5 secondes? Est-ce qu'il aurait eu une pénalité de 10 secondes? Sachant qu'il restait plus que 3 tours. Je pense qu'il a fait le bon choix. Pour revenir à ce qui a été dit, oui, oui, c'est Michael Masi s'est expliqué de toute façon cet après-midi. Le briefing des pilotes avait été clair pendant les essais et pendant les qualifications. On annulait le tour si les pilotes franchissaient la ligne. Il avait été clarifié qu'en course, ça aurait été beaucoup moins regardé, bien que ce soit suivi par 2 personnes qui regardaient chaque tour les voitures qui allaient au large. Mais là, franchement, c'est pas le fait de franchir la ligne qui a été reproché avec Verstappen, ça a été de dépasser Hamilton et d'avoir un avantage. Donc, c'est normal que ce soit sanctionné. C'est normal, mais en fait, finalement, ce qui n'était pas normal, et c'est ça, on va rentrer dedans, les amis, n'hésitez pas à réagir aussi sur ce live en commentaire, c'est le fait, quand même, finalement, Hamilton avait le droit de faire ça, mais Hamilton, je ne sais pas si vous avez compté, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux, mais c'est moins une vingtaine de fois, je ne sais plus si vous avez le chiffre exact, les amis, mais que Lewis Hamilton 29, Guillaume, qui a tenu les comptes, qui avait fait une petite croix à chaque fois, qui a vu le live, donc là, c'est passé sur les réseaux sociaux. 29 fois, donc, Lewis Hamilton a franchi les 4 roues en dehors du 4e virage. Donc là, on parle pas de la lutte, hein, on parle Hamilton qui a franchi en bonne partie de la course. Après, la FIA est arrivée, puisque Red Bull a fait cette demande de demander à la FIA, mais est-ce que c'est légal ce que fait Hamilton? Et finalement, la réponse était non. Alors, ça a un peu polémiqué, on en a parlé sur Motors Inside, mais est-ce que la FIA a été assez claire, Thibaut, dans son énoncé des règles, et notamment par rapport à ce fameux 4e virage? Je pense que non, ils n'ont pas été clairs et ils n'ont pas assumé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a tous les moyens qui sont possibles, les boucles électroniques pour compter, pour vraiment faire une vraie limite de course. On le sait qu'un bac à gravier à cet endroit-là pourrait être compliqué vu le track. Mais non, il y avait moyen de faire mieux. Il y avait moyen de faire mieux et d'éviter une polémique qui, au final, pouvait très bien être évitée, je trouve. Alors, Michael Masi qui a réagi, on a repris bien sûr ses déclarations. Rien n'a changé du tout pendant la course. Alors, c'est vrai que bon, les essais libres d'Akalif, c'était clair. Vous dépassez, clac, votre tour est annulé. Par contre, on n'a pas vu beaucoup ça. Donc, les amis, j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de tours annulés en qualif. Hein. Soit les pilotes ont Mais été très calmes. Hein, Guillaume, j'ai pas vu de.
Si, si, le si, tour de vas-y. Sergio Pérez, justement, s'il est 11e en course, c'est parce que son tour a été annulé. Il a dû refaire une tentative. Il a refait une tentative en médium. Les autres ont amélioré en tendre. Et donc, du coup, il s'est fait sortir. Et on voit que finalement, Red Bull s'est fait prendre à son propre jeu. Parce que si Pérez passe en Q3, c'est complètement une autre course. Ouais. L'analyse de Guillaume, à qui rien n'échappe ce soir pour ce débrief. Ça réagit aussi en commentaire. On a Varlouchka, notamment, qu'on salue, qui dit, et c'est vrai que c'est très juste, ils ont été clairs, mais c'était pas la bonne option. En fait, c'est cette sorte de tolérance. Je pense que Bastien, tu es d'accord avec moi. La FIA partait du principe, bon, allez, les gars, vous pouvez couper 2-3 fois, comme sur F1 2020, il n'y a pas de souci. Sauf qu'Hamilton l'a fait 29 fois. Donc, forcément, c'est ce problème de tolérance, en fait. Tu comprends cette tolérance, un peu de ce let them race, Bastien, par rapport à ce virage 4? Dans le cas d'Hamilton, il faut bien savoir aussi qu'il prenait une demi-seconde, une seconde par tour par Verstappen. Donc qu'il aille à l'extérieur ou non, il se faisait quand même rattraper. Donc je pense, à mon avis, que les commissaires ont regardé ça aussi, que de toute façon, quoi qu'il fasse, ils n'en tiraient pas davantage. Mm. À partir de, par contre, 29 fois, c'est étonnant. C'est étonnant parce que même si Hamilton perdait du temps, c'est quand même étonnant que ce jugement à l'œil n'ait pas été aussi efficace que ça, en sachant qu'il regardait fixement. 29 fois, ça fait beaucoup. Alors, il aurait fallu que ce soit un désavantage, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Il aurait fallu que ce soit un désavantage. Et c'est vrai que voilà, la règle n'était pas assez claire. On l'a dit, hein, on est un peu d'accord, on est un peu de ce même avis, en tout cas, pour ce qui a fait cette polémique du quatrième virage. Mais à la fin, Verstappen a dû laisser la position à Hamilton. Et c'est vrai qu'on a un peu cette petite frustration parce que finalement, les amis, c'est vrai que cette bataille, on a eu voilà, ce climax, ce dépassement, mais après, Max n'a pas réussi à repasser. Bon, après, les pneus Pirelli, même s'ils sont plus résistants, c'est difficile de suivre toujours quand même. Et c'est vrai que Thibaut, je te vois hocher de la tête. C'est vrai que moi, je suis un peu frustré. J'aurais voulu que la course dure encore 15-20 tours parce que, bon, Hamilton n'aurait pas voulu clairement. Mais je pense que Thibaut, tu es d'accord avec moi qu'on est un peu frustré finalement par cette bataille Hamilton-Verstappen? Ouais, on est un peu frustré parce que Verstappen a vraiment fait tout le travail pour aller doubler Hamilton. Il rend la place et derrière, ça doit être 3 ou 4 virages après. Il part en travers et je pense qu'à ce moment-là, il a surchauffé ses gommes et que derrière, c'était clairement impossible pour lui de remonter sur Hamilton. Hmm. Et Ah, là, je pense qu'on a aussi vu la limite des pneus, qui, ça va un peu en s'améliorant, les voitures se suivent un peu mieux aujourd'hui, mais on a atteint la limite, vraiment, je pense. hmm. On a atteint la limite finalement avec ce qui s'est passé entre Hamilton et Verstappen. Mais en tout cas, voilà, on pourrait en parler longtemps. Mais ça lance la saison, les amis. Ce duel Hamilton-Verstappen, la preuve, on en parle avec plaisir. Mais c'est ce qu'on attendait enfin. Quand on a 7 dixièmes d'écart à l'arrivée, moi j'étais clairement excité. Je pense que vous aussi, ceux qui nous suivez aussi dans le live de cette bataille Hamilton-Verstappen, on se projettera sur les perspectives, en tout cas, de ce que ça peut nous donner pour la suite. Mais à la fin, c'est Lewis Hamilton qui a remporté ce premier Grand Prix de la saison devant Max Verstappen. Allez, on va avancer quand même, sinon on sera encore là à Imola, les amis, pour continuer ce live. On avance, on a parlé de la polémique du quatrième virage, finalement c'est Red Bull l'arroseur arrosé, puisque c'est Christian Horner qui a demandé à la FIA et qui a un peu mis le truc en marche. Mais il fallait quand même tenter, et on voit tout de suite la pression qu'il y a entre Mercedes et Red Bull. Mais il n'y avait pas que dans ce Grand Prix de Bahreïn, il n'y a pas que 2 équipes, il y a toujours 10 équipes, et notamment ce midfield. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, encore une fois, je suis très gourmand ce soir, mais je reste un peu sur ma faim parce que le midfield, McLaren a clairement fracassé tout avec son moteur Mercedes. Quelle est ta vision sur cette course du midfield? Alors, on rappelle les résultats. C'est un peu Lando Norris qui était le best of the rest avec cette quatrième place à Bahreïn. T'en penses quoi, toi, de ce midfield dominé par McLaren, Bastien? c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que McLaren avait déjà fait d'énormes progrès depuis plusieurs saisons. En tout cas, c'était bien amorcé avec le passage au moteur Renault il y a 3 ans. Et puis après, la progression allait bon train. Carlos Sainz qui a réussi à scorer un podium au Brésil avec une pénalité. Norris qui attrape celui du Grand Prix d'Autriche l'an dernier. Et petit à petit, forcément, avec un moteur Mercedes qui est le plus puissant du plateau, le meilleur en tout cas, un châssis auquel a été parfaitement intégré le moteur, Mmh, c'est pas étonnant. Parce que mmh, McLaren a en plus beaucoup travaillé sur cette intégration de moteur et a fait bien travailler son châssis aussi. Donc, mmh. mais par contre, on s'attendait quand même. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi, Alex. C'est que on se serait attendu à quelque chose d'un petit peu plus serré. En tout cas, au regard de ce que disaient les essais de pré-saison.
C'est vrai que finalement, c'est le duo McLaren et Lando Norris qui a commencé très fort son Grand Prix. Il a largement battu Daniel Ricciardo. C'est une surprise, ça, Guillaume, que Lando Norris, qui en qualif, si je ne m'abuse, a été battu par Ricciardo, s'est finalement envolé en course. Lando Norris, petite sensation quand même, avec sa 4e place, loin devant les autres, loin devant Ferrari notamment. Ah, Lando Norris, oui, a fait une super course. Est-ce que c'est une surprise? Je pense pas, puisque c'est quand même le premier Grand Prix de Ricciardo, premier Grand Prix avec le moteur Mercedes, c'est le premier Grand Prix pour McLaren. Il a fait une course honnête. Norris est souvent très bon en début de championnat, historiquement, que ce soit dans les formules de promotion ou même en Formule 1. On l'a vu, il a fait podium en Autriche dès la première course l'année dernière. Mais oui, il a fait une super course. Après, je suis pas totalement d'accord. Je pense que le midfield est plus serré que ce qu'on pense, puisqu'on a quand même Leclerc qui fait une super course, qui finit devant Ricciardo justement. Gasly, s'il se plante pas, à mon avis, il joue avec Daniel Ricciardo, avec Charles Leclerc. Et je pense que Aston Martin et Alpine, même s'ils sont un peu en retrait, ils se sont quand même bien loupés sur ce Grand Prix. Mais je pense qu'ils seront quand même mieux sur d'autres circuits un peu moins typés que celui de Bahreïn. Donc, je pense que la lutte va être très intéressante, notamment avec AlphaTauri, parce que avec Tsunoda, que je crois est ton coup de cœur, Alex, je pense que il y a de quoi scorer et ça pourrait être peut-être la bonne surprise au moins de ce début de saison. Comment sais-tu, Guillaume, que Yuki Tsunoda est l'un de mes top flops, l'un de mes top? Je sais pas du tout. On le verra dans quelques minutes, en tout cas pour le top flop, qu'on va voir tous ensemble. La bataille du midfield qui était donc avec Ferrari, mais bon, aussi Ferrari, donc McLaren largement devant Ferrari. Mais Ferrari, c'est quand même une belle satisfaction. Quand on reprend ce tableau un peu des différences de temps entre 2020 et 2021, Ferrari est au sommet, mais bon, vu la SF1000 en même temps, ça pouvait pas être beaucoup mieux. Ferrari, on ne peut qu'être satisfait. Ferrari est à sa place où Ferrari peut faire encore mieux en l'état de la situation, Thibaut. Ferrari, je pense, ne sera jamais à sa place si elle est 3e, 4e, 5e. C'est pas la place qu'elle vise. Après, je pense qu'il faut se satisfaire de ce qu'ils réussissent à faire et de se dire c'est pas si mal. Parce qu'ils sont partis de tellement loin, avec un moteur qui était tellement loin, un châssis qui suivait pas. Et de se dire qu'ils ont quand même réussi à mettre 2 pilotes dans le top 10, ça fait pas, c'est pas si fréquent ces derniers temps. C'est vrai qu'on pourrait regarder, mais en tout cas, Sainz et Leclerc ont déclaré qu'ils étaient déjà tournés focus vers Imola, ils sont impatients. On sent que c'est un duo qui vit bien aussi, qui a le même style de pilotage, différent de un Leclerc-Vettel, c'était finalement différent dans le pilotage. Donc, c'est des bonnes perspectives pour Ferrari avec la 6e place de Leclerc et la 8e place de Carlos Sainz. Au constructeur, Ferrari, je regarde mes fiches, mais 4e derrière McLaren. Finalement, on déroule un peu ce classement des constructeurs. Mercedes, bien sûr, au top devant Red Bull de ce classement constructeur. McLaren 3e, Ferrari 4e. Dans le chat, on n'est pas déçu de la bataille. Ça annonce du beau, nous dit Varlouchka. Baratino nous dit que cette lutte va être terrible avec Ferrari et AlphaTauri. Alors, AlphaTauri, tu l'évoquais, Guillaume. C'est vrai que AlphaTauri était là, finalement. Alors, samedi, on était très hypé avec cette Q1. C'est le Q1 Yuki Tsunoda, 2e, qui nous claque un super temps. Pierre Gasly, 4e. Pierre Gasly, 5e de la qualif. Yuki Tsunoda piégé parce que AlphaTauri s'est vu comme un grand d'un seul coup en mettant les médiums, ce qui n'a pas marché. Mais finalement, AlphaTauri, c'est vrai qu'AlphaTauri, pour moi, je pense que c'est Ferrari, voilà, ils sont à leur place, mais AlphaTauri, moi, j'attends beaucoup d'AlphaTauri. Je ne sais pas ce qu'on peut penser de ça. D'abord, il faut reprendre la course d'AlphaTauri. Pierre Gasly, on en parlera un petit peu après, mais cet accrochage avec Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, qui est aussi l'un de nos points. Je disais le show Yuki Tsunoda sur cette première course. Que pensez-vous de cette course de Yuki Tsunoda qui a dépassé Fernando Alonso? Ça, c'était incroyable. Que pense par exemple Thibaut, toi? Thibaut, tu en penses quoi de cette course de Tsunoda qui nous a gratifié de 2 beaux dépassements, à chaque fois dans la ligne droite de départ arrivé vers le premier virage, sur Alonso en milieu de course et en fin de course Lance Stroll. Toi, t'en as pensé quoi de Yuki Tsunoda, Thibaut? Alors, je ne suis pas étonné de Yuki Tsunoda. En F2, il a fait vraiment de très belles choses. Après, aussi, il faut réussir à se mettre en tête que c'est un rookie et je pense qu'il a vu cette course-là comme vraiment l'objectif de sa carrière et il devait piloter à 120% comme tout rookie qui débute en F1. Ouais. Et je lui souhaite pas, pas du tout, mais il faudra voir un peu sur le long terme, sur toute la saison. Mais au niveau des dépassements, on sent bien le style japonais. Ça dépasse. Toi, tu as beaucoup suivi Thibaut. Tu suis la F2 en fait, et tu as été surpris par cette course de Tsunoda par rapport à finalement ce qu'il nous a fait dimanche.
Non, il a toujours été assez agressif en piste et il a bien compris. Et puis de toute façon, l'AlphaTauri n'est pas une voiture compliquée à piloter. Donc je pense qu'il a fait avec ce qu'il avait et il l'a bien fait. Mhm. Ouais, il a bien fait, Yuki Tsunoda, un très bon début. Je sais pas si vous avez entendu notamment cette radio à un moment où Yuki Tsunoda carrément crie comme un fou dans la radio. Il était à 120% Yuki Tsunoda. Très belle course en tout cas, et il nous a fait bien plaisir. Toi, il t'a fait plaisir aussi, Bastien. C'était avant de fraîcheur, Yuki Tsunoda qui a secoué le paddock, qui a secoué le Grand Prix, hein. Ah ben il y en a comme ça, des rookies qui font de très très beaux débuts. J'ai même un exemple, alors ça va vous faire rire, un exemple très concret pour son premier Grand Prix, Magnussen qui score un podium. C'est vrai, Voilà. Ouais. Donc 2014. je peux rebondir sur ce que disait Thibaut. Il faut voir un petit peu sur le reste de la saison. Alors après Tsunoda, on peut pas remettre en cause son talent ni sa rapidité. Il a vite pris le pli de son AlphaTauri à moteur Honda. Mais attention quand même, est-ce que en cas de coup dur, est-ce que si jamais il subit un petit peu l'expérience de Pierre Gasly, il ne va pas se sentir un petit peu plus diminué? Ça va dépendre. Mais après, on a remarqué que bien souvent, les Japonais ont une grande particularité, c'est qu'ils ont beaucoup d'abnégation, qu'ils ont une philosophie assez différente des pilotes occidentaux en général. Ils sont très impliqués. Et puis, comme le disait Verstappen à propos d'Honda, ils sont très émotifs, les Japonais. Ils prennent beaucoup les choses à cœur et que tant qu'ils sont là, ils vont en profiter, ils vont pousser à 100%. Le sport automobile japonais qui a été notamment porté par Takuma Sato, expérience en Formule 1 avec Baronda, et qui a remporté les 1600 miles d'Indianapolis. En tout cas, voilà pour les débuts de ce qu'on pouvait dire par rapport à Yuki Tsunoda. Allez, messieurs, on va entamer un peu ce petit chapitre dans ce débrief par rapport à Alpine. Moi, les amis, je suis déçu. On a beau dire, on a vu les déclarations d'Ocon, Alonso qui reste diplomate, Ocon qui vaut du positif, mais Alpine a déçu, les amis. Alonso qui s'est battu pour arriver à peine en Q3, 9e de la Q3. Ocon piégé. Alors, sa place en Q1 n'était pas la vraie valeur finalement de sa performance, mais Ocon qui est resté piégé en Q1 à cause notamment de ses drapeaux jaunes dans le dernier tour. Et la course, eh ben, ça s'est mal passé. Ocon, finalement, qui termine 13e, qui a été accroché par Vettel. Et Alonso, on y revient. Alonso qui a abandonné sur un drôle de problème de frein, mais notamment, avec un Guillaume, ça a été un souci visiblement assez insolite pour Fernando Alonso. Ah, insolite, je crois que c'est le bon mot. En fait, c'est un emballage de sandwich d'un spectateur ou autre qui s'est coincé dans ses écopes de frein arrière. Et vu qu'il ne s'est pas en allé avec la vitesse, ben, les freins ont brûlé et finalement, il avait plus de frein à l'arrière. Donc, il était obligé de rentrer. Oui, Alpine décevant. Après, on s'attendait à ce que les débuts soient compliqués. La voiture est saine, mais il manque de la performance, comme on disait la semaine dernière. On est rassuré quand même sur le niveau de compétitivité d'Alonso. Je pense qu'on n'en doutait pas trop, mais quand même, il s'est rassuré aussi lui-même. Q3, à un moment donné, il est même 6e, Alonso. Donc finalement, il avait, quand les pneus allaient bien, il était dans le match. Par contre, l'Alpine, manque de performance. Elle use beaucoup les pneus parce que c'était souvent la première à rentrer au box. Donc, c'est vraiment le problème sur lequel travailler. Il y a de la performance à tirer. Je pense qu'ils peuvent s'améliorer, mais il y a du travail pour attraper McLaren et Ferrari et même AlphaTauri qui est devant. Alpine, toi, tu es aussi déçu finalement, Thibaut, de sa première course. Alonso dit, on va dans la bonne direction. Est-ce qu'Alpine va vraiment dans la bonne direction, selon toi, sur ce qu'on a vu ce week-end, Thibaut? Je pense qu'Alpine va dans la bonne direction, mais la bonne direction 2022. Ce choix de changer la bouche, enfin le capot moteur, de remonter les radiateurs, finalement de changer vraiment un centre de gravité d'une voiture, je trouve ça compliqué. Et j'ai l'impression que sur une saison, ils se sont dit, OK, on va passer celle-là peut-être un peu compliquée, mais on va déjà bosser sur l'année prochaine parce qu'au final, on le sait, c'est le meilleur élève, celui qui aura le mieux bossé sur une nouvelle réglementation aéro, qui remportera tous les lauriers. Et je l'espère aussi, hein, on est français, on supporte Alpine, mais je pense que cette saison va être très compliquée quand même. Ah, saison très compliquée, c'est vrai que tu as raison. On voit Alpine est serein. On a vu les déclarations de Laurent Rossi. On se projette sur l'avenir. Toi, tu penses que Bastien, tu penses qu'on ne doit pas attendre grand-chose d'Alpine pour l'instant? On a un très beau commentaire de Varlouchka qui dit ça fait plus le retour de Renault en 2016 qu'on dit ouais l'année prochaine t'inquiète. C'est vrai que t'en penses quoi de ce début de saison d'Alpine, Bastien?
Je sais pas si c'est par chauvinisme que je dirais ça, mais il faudrait peut-être attendre un circuit sur lequel l'Alpine serait un peu plus à l'aise, parce que en soi, la voiture, bon, elle manque un peu de vitesse de pointe. On l'a vu, Alonso qui s'est fait déposer complètement par Tsunoda. Mais à côté de ça, la voiture, elle tourne pas mal, hein. Même si elle use les pneus, il y a quand même de l'appui, il y a un peu de performance. La voiture est assez stable, hein, globalement, hein. C'est juste, elle va beaucoup cramer les pneus, beaucoup appuyer sur l'arrière. Et donc, attendons de voir. Mais après, c'est vrai que pour cette première course, c'était assez décevant. Alonso qui a, comme à son habitude, tiré la quintessence d'une voiture qui est pas forcément dans le coup. Et Ocon qui a pas pu, qui Ah. malheureusement a subi sa mauvaise qualification. Donc, On va en parler dans quelques minutes, hein, Bastien, avec le bilan des francophones, l'accrochage Ocon-Vettel. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour Alpine. On va finir un peu ce petit tour, parce que j'ai quand même envie qu'on parle d'Aston Martin. On les a pas vus ce week-end, on les a pas vus. Qu'en pense finalement Lawrence Stroll quand on a vu la belle vidéo de présentation et quand on a vu ce qui s'est passé là? Ouh là 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 là. Alors, en dehors du fait de Vettel qui a été aussi piégé en Q1 comme Ocon, moi je suis encore plus déçu limite d'Aston Martin que d'Alpine. Je sais pas ce que tu en penses, Thibaut. Ouais, déçu. On a l'impression que, enfin, ça va peut-être être méchant, mais on a l'impression que la communication marche mieux que la voiture. Ouh. Euh, ils, ça c'est ils ont violent. fait, enfin, il y a une voiture qui est sublime. Enfin, le retour d'Aston Martin, enfin, je pense que beaucoup en ont rêvé. Et alors, Mm. le résultat est fade. Mais alors, d'un fade, euh, Stroll fait une course moyenne. Enfin, bon, il fait avec ce qu'il a. Mais franchement, j'aurais presque ne pas voulu voir Vettel de la course parce que Ouais. c'était catastrophique. Je crois que Mark Webber a déclaré ce week-end que Vettel n'était pas un pilote fait pour le milieu de peloton. Alors ça, c'est dur aussi, hein. Ça, franchement, ouh, alors c'est vrai que Vettel, ouais, bah Vettel, voilà, il a pas eu une belle Q1. Après, il s'est fait piéger en Q1. Après la course, bah, il tente de remonter. Il est fautif. On va en parler. Bon, même, on balance maintenant, hein, mais Vettel, il est fautif sur cet accrochage vers la fin de course avec Ocon. On est dans la ligne droite de départ arrivé vers le premier virage. Mm. Et Ocon se décale légèrement, mais Vettel tape l'arrière. Un peu comme finalement à Silverstone avec Verstappen en Mm. 2019, je crois, ou 2018, je ne sais plus les amis. Mais c'est vrai que c'est Vettel le fautif dans cet accrochage, Bastien, avec Ocon. Si on devait établir un pourcentage, je dirais 70% Vettel au niveau des fautes, 30% Ocon. Ouais. Parce que Vettel, Vettel, il a bien vu que de toute façon Ocon était passé, il y avait pas à lutter. Et puis il a fait exactement le même coup qu'à Verstappen à Silverstone il y a 2 ans quand même, hein. Mm. Il... Sauf que heureusement il l'a pas foutu dans les graviers. Mais ouais, Mm. plus Vettel qu'Ocon. Après, Ocon aurait très bien pu continuer à défendre un petit peu à l'intérieur plutôt que de se rabattre. Au pire, Vettel aurait eu l'aspiration, il aurait pu défendre plus tard. Et dans le sinueux, Ocon aurait pu garder l'avantage. Donc voilà, Ouais. Ocon aurait pu se montrer peut-être un peu moins agressif en ne revenant Ah ouais. pas sur la trajectoire. Mais Mm. je dirais plus la faute de Vettel quand même, ouais. Ocon, quand même un peu responsable quand tu dis ça, Bastien, Guillaume, pour clore un peu cet accrochage entre Vettel et Ocon. Tu penses que Ocon est aussi un peu responsable finalement? Alors, quand il y a un accrochage, forcément, hormis si quelqu'un nous rentre derrière, il y a forcément une faute des deux. Mais je pense que Vettel est fautif à 300%, quoi. Il se rabat. Mais malheureusement, c'est pas la première fois, Sébastien Vettel. On est malheureusement trop mal habitué à le voir souvent dans des situations comme ça. Pour un 4 fois champion du monde, ça fait un petit peu tâche, mais c'est sûr que ouais, on s'attendait à autre chose de Vettel chez Aston Martin, au moins pour un premier Grand Prix. On va espérer que ça se rattrape sur les Grands Prix suivants, mais comme j'ai dit, je suis assez sceptique sur Aston Martin en général. J'espère que Vettel va pouvoir porter cette équipe parce que pour le moment, il se rabatte sur Stroll qui a fait du Lance Stroll finalement dans cette course, c'est-à-dire il est là mais un peu nulle part, quoi. Ouais, on l'a pas vu, c'est vrai on l'a même pas vu trop, on l'a pas vu dans la retransmission. Bah, dépassé en fin de dans le dernier tour, hein, par Yuki Tsunoda, Lance Stroll qui a pris le dernier point de ce top 10, de ce premier top 10 de la saison. Allez, on va finir un peu ce grand tour qu'on a fait, l'analyse des équipes du midfield. Alors, on va peut-être pas parler non plus de Williams et Alfa Romeo, qui ont été un peu plus discrets, même si voilà, il y a quand même des choses à dire. Mais moi, je voudrais qu'on finisse sur As, sur cette partie. As en grande difficulté. Alors,
est-ce que c'est plus la faute? Alors, on va planter le décor. Nikita Mazepin qui nous fait donc 2 têtes en Q1, mais un problème de break-by-wire, donc problème à l'arrière de sa voiture. Il freine, ça, la voiture part toute seule en glisse et se cale complètement en plein milieu de la trajectoire en fin de Q1. La course, c'est la faute de Nikita Mazepin. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Un coup de raquette, 2 coups de raquette même, et le deuxième, je pars dans le troisième virage en face du lieu du crash avec Romain Grosjean. On a eu un petit peu peur. Enfin, moi je sais pas vous, mais quand j'ai vu cette image, une As qui sort, ça m'a fait tout chose quand on sait ce qui s'est passé avec Grosjean l'an dernier. Mais est-ce que Mazepin est coupable ou pas? Alors, qui veut s'emparer de ça? Qui dit oui, les amis? Est-ce que Mazepin est un peu plus coupable que sa voiture? Guillaume, toi, tu penses qu'il est plus coupable? Même si on sait qu'ils ont la pire voiture quand même. Donc, faut pas non plus trop accabler Nikita Mazepin. Voilà, exactement. Ben, quand on va revenir sur les top flops, forcément, As va ressortir à un moment donné. On s'attendait pas à autre chose. On s'attendait pas à autre chose puisqu'on s'attendait à ce que, même dans la communication de As, ils avaient dit 2021 c'est à la poubelle, on se concentre sur 2022. Mais donc déjà, la voiture est une voiture de l'année dernière avec très peu d'évolution, de rookie. Donc ça va être difficile pour le développement. Ouais. Mais on a vu quand même, si on compare à ce qui est comparable, c'est-à-dire Mick Schumacher, Nikita Mazepin, on a vu un Schumacher beaucoup plus appliqué, beaucoup plus lisse dans la communication. On a vu qu'en EL2, Mazepin se plaignait déjà en jurant de sa monoplace, ce qui n'est pas tellement utile pour les ingénieurs pour développer la voiture. Mais donc, on a vu Mazepin en F2, ça fait de temps en temps, ça fait des performances et compagnie, mais sur l'ensemble d'une saison, c'est souvent très brouillon. Et ben, on l'a vu dès le premier Grand Prix, on a vu ce à quoi on doit s'attendre pour au moins la première saison. Moi, je trouve que ouais, c'est ça, Guillaume. Moi, je trouve que je lui disais, la voiture, elle est dangereuse. Alors, dans le chat, on a un bel échange entre Baratino et Varlouchka. Mazepin a planté le décor lui aussi. Bravo, bravo Baratino. C'est vrai que Mazepin, finalement, a fait plus de tours de formation que de tours en course. Et Varlouchka qui dit que c'est une savonnette. C'est une savonnette, cette As. Et cette voiture est dangereuse pour vous. Voilà, moi, je vous dis, As, qu'est-ce qu'on peut attendre à part? Rien. Moi, ça fait de la peine pour Mick Schumacher. J'ai de la peine pour Mick Schumacher. Bastien, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Quand on sait Mick, fils de Michael, premier Grand Prix. Alors, il a fait attaquer aussi Mick Schumacher et il finit à une anonyme 16e place. Il n'est pas dernier classé parce que Gasly et Latifi se sont classés 17e et 18e. Mais tu as eu mal pour Mick Schumacher, Bastien? Dis-moi oui. Forcément, un fils de Schumacher qui se retrouve aussi loin, voilà. Mais si je devais tempérer le truc, il faut pas oublier que son père a commencé dans une toute petite équipe aussi en 91. Petite équipe Ouais. 91, elle était un Enfin, peu Jordan, c'était quand oui, même oui, autre chose. Hein. oui, non, mais c'était mieux, d'accord, mais il n'était pas arrivé directement chez McLaren, Ouais, je Ferrari, vois ce que voilà. tu veux dire. Voilà, enfin, quand je dis petite équipe, je veux dire pas ténor en tout cas. Donc, Ouais. après, bon, il a un parcours qui est différent de son père, bien sûr, et puis il savait que ça allait être compliqué et que cette année-là, à défaut de dire que j'ai mal pour Schumacher, je dirais plutôt que je suis content de savoir que cette expérience, ça peut le rendre encore meilleur pour 2022. Je pense Ouais, que Ah, parce que contrairement à Mazepin, je pense que Schumacher n'a pas ce côté tête brûlée et un peu têtu que peut avoir Mazepin. ouais. Schumacher sera plus appliqué et si jamais la Haas 2022 est réussie, on verra un Ouais. Schumacher qui aura énormément appris avec une voiture vraiment pas terrible. Ah, donc toi, tu penses que cette expérience peut lui servir? On a un très bon commentaire de Baratino là, qui, pour moi, prend la tête des viewers, qui est pour moi le viewer of the day. Nous élirons le viewer of the day. Surveillez le chat, les amis. Donc Ah il dit, oui. c'est vrai que Michael, en 91, c'est vrai que son premier Grand Prix, mais c'est un problème mécanique sur sa Jordan, mais il s'était arrêté dans le premier tour et à Spa-Francorchamps. On salue dans le chat aussi, juste pour Maté qui nous rejoint avec une très belle analyse technique. Nous avons Jean-Louis Mancé qui nous rejoint. On le salue juste pour Maté. Thibaut, toi, il me semble que ton casque dans le décor ne serait pas un casque de Michael? Si. Et Hein? je vais essayer d'être partial. Alors, donc, Euh, rapidement sur Mick Schumacher, de ne toi, pas tu être penses partial. que ça va être une saison qui peut être utile pour sa carrière? C'est un peu ce que nous disait Bastien entre les lignes. Utile, je sais pas, parce que il va être dans une voiture qui est extrêmement compliquée à piloter, qui a pas d'appui. Euh, il s'entend pas avec son coéquipier, donc il y aura déjà zéro échange. C'est vrai. Euh, je pense que la seule chance qu'il a, c'est que, à mon avis, le team le soutient et le team est un peu galvanisé de bosser avec le fils Schumacher. Mais en soi, la voiture est dangereuse. Personnellement, je comprends toujours pas pourquoi Mick est chez Haas.
et Antonio est chez Alfa Romeo. Oh, on n'allait pas parler d'Alfa Romeo, mais finalement Thibaut qui sort la punchline sur Alfa Romeo. Si Fred Vasseur est là dans le chat, il peut nous expliquer pourquoi finalement Antonio Giovinazzi. On l'avait un peu expliqué dans le premier live, si vous étiez avec nous, et le replay est là bien sûr pour vous, mais on avait expliqué un peu forcément Antonio Giovinazzi, pilote italien, important pour la marque Alfa Romeo. Mais toi, Mick Schumacher, tu aurais préféré le voir chez Alfa Romeo. Le moment fort du week-end, c'est un peu ce qu'on a fait au début du live finalement. Canio Hermi, Kimi Räikkönen avec Julien Simon-Chotan. Mais alors Alfa Romeo, on était un peu hypé avec la qualif, on était plus proche, mais bon, c'est un peu retombé. Alfa Romeo, voilà, trop discret pour l'instant. Räikkönen quand même 11e. Je regardais le classement, mais un peu en retrait. Vous êtes déçus? Allez, en 2 mots, parce que sinon on va finir lundi matin, la semaine prochaine. Mais Alfa Romeo, en 2 mots, Guillaume, toi, t'es un peu déçu aussi, un peu dans les flops finalement? Non, je suis pas déçu. Au contraire, je trouve que ils ont fait un step en avant. Ils étaient plus avec Haas et Williams l'année dernière que avec Aston Martin et Alpine, avec qui ils se sont battus toute la course. Donc non, je suis pas déçu. Je pense que c'est leur place. Ils vont devoir viser les points quand l'occasion va se présenter. Donc non, je suis pas déçu pour Alfa Romeo. Et juste pour conclure sur Haas, je voudrais rajouter quelque chose. C'est ce qu'on a souvent dit. On a souvent reproché à Grosjean et Magnussen d'avoir des analyses techniques pas forcément pertinentes, que c'était leur problème de pilotage, qu'ils n'arrivaient pas à conduire la voiture. Mais là, à mon avis, ils doivent être bien contents d'être à la maison et de pas pouvoir conduire cette auto et d'avoir un autre avenir devant eux. On a Baratino qui dit on comprend Grosjean et Magnussen finalement. C'est vrai que Romain Grosjean qui s'engage en IndyCar. En tout cas, voilà, et on a aussi Baratino qui dit Alfa Romeo a un line-up qui fonctionne, il est plus du bon avis. Et Valouchka, je pense qu'il a apprécié le tacle. Enfin, le tacle, alors, tacle, on se remet dans le contexte. Hein. Nous, on est là que, voilà, en tant que passionné, on aimerait voir Mick Schumacher. En fait, malheureusement, Antonio Giovinazzi n'a pas le pédigré, la famille, l'histoire. Donc, voilà, il faut replacer les choses. Mais le petit tacle qui a été adressé à Antonio Giovinazzi qui va peut-être quand même nous faire mentir cette saison. Allez, en tout cas, Williams, pour le débrief de Williams, ce sera dans la version payante de ce débrief. On va enchaîner avec la deuxième partie, finalement, la deuxième grande partie de ce live. On commence cette partie, on sera un peu plus rapide, c'est promis, sur le bilan de nos Français et nos Français des francophones. Alors, Gasly, on rentre dans le vif du sujet. Pierre Gasly parti 5e. Ça s'était bien passé au départ, mais au restart, finalement, après l'accident Mazepin, on relance la course. On est, je crois, au 4e tour. Et Pierre Gasly tape l'arrière de la McLaren, casse son aileron. On est au niveau des enchaînements du 5e, 6e virage. Est-ce que quand on voit l'on-board, alors bien sûr, on se met toujours à la position du passionné, hein, on n'est pas le pilote, on ne ferait pas du tout ce que peut faire Pierre Gasly, même si Thibaut est très fort en karting, mais est-ce que Pierre Gasly a fait une erreur de pilotage ou pas? Guillaume, peut-être? Oui, même si on peut le voir dans le décor, Gasly a une place particulière. Je pense que là, c'est une erreur de jugement. Après, ça arrive même au meilleur, hein, on l'a vu. Je trouve que voilà, il y avait peut-être mieux à faire. Dans la précédente émission, j'avais dit que Tsunoda devait faire attention sur les départs parce qu'il était relativement chaud sur les départs. On l'avait vu notamment en F2. Mais pour le coup, ça s'est inversé. Tsunoda était plutôt prudent lors des premiers tours et a conclu la course et a marqué des points. C'est ce qui a manqué à Pierre ce coup-ci. Il a peut-être été un peu trop pressé de vouloir doubler les McLaren, alors que je pense qu'il avait le potentiel d'aller les chercher à la régulière en course, ou au moins, tout du moins, de batailler. Il y a mieux à faire, mais en attendant, on voit que l'AlphaTauri est là. Je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. C'est une erreur de parcours. On l'a dit, hein, Pierre Gasly l'a dit, tout s'est joué dès le premier tour. Alors, les analyses de Baratino et Varlouchka, qui sont nos super viewers un peu ce soir, trop gourmand le Gasly. Il freine et il change pas de trajectoire, nous dit Varlouchka. Je pense qu'il était dans les rétros. Ouais, c'est ça. Il était peut-être pas focus. Je crois que c'est ce que a dit Loïc Duval, notamment, sur qui on peut quand même compter, qui a remporté les 12 heures de Sebring quand même, il y a pas longtemps, en endurance américaine. Donc, voilà, c'est ça. Il y a peut-être de mauvais réflexes, mais bon, on va pas en vouloir à Pierre Gasly. Et on espère qu'il va se rattraper dès Imola. En tout cas, voilà, rapidement pour Pierre Gasly. L'autre course de notre Français, notre deuxième Français, Esteban Ocon, on l'a dit rapidement. Bon, on va pas s'apesantir sur le sujet, mais quand même, il va falloir qu'Esteban Ocon step up très vite le niveau face à Fernando Alonso. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bastien, tu es d'accord avec moi? Déjà d'entrée, on a quand même vu qu'Alonso est quand même, sur ce qu'on a vu, Alonso est un petit peu au-dessus d'Ocon. T'en penses quoi, Bastien? Ah ben, en même temps, on n'est pas double champion du monde par hasard. Hein. Alonso, c'est quand même une bête de course, il l'a prouvé.
et surtout qu'il a été galvanisé par ses récentes victoires au fil des saisons, aux 24 heures du Mans, 2 fois, aux 24 heures de Daytona. Il a participé au Dakar. Et je pense que cette préparation, ça a encore renforcé Alonso dans son abnégation. Et une abnégation dont peut manquer Ocon. Et puis, forcément, tenir la comparaison quand on a un pilote avec un seul podium en Formule 1 face à 2 titres de champion du monde, 32 victoires, forcément, c'est pas pareil. Surtout que Alonso, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'est toujours fait une spécialité d'être devant avec une voiture qui est sur le papier moins performante. On l'a vu avec la Ferrari en 2012 quand il se battait pour le titre face à Vettel. Euh, L'Alpine, il peut la pousser plus haut que ce qu'elle ne vaut. Alors pas trop haut non plus, pas de là à viser le podium ou le top 5. Mais Ocon, en tout cas, il a du souci à se faire, je pense. Mais on peut lui faire confiance. Tout le monde est d'accord dans le chat, hein. Finalement, Ocon invisible, nous dit Marvin. Varlouchka, Ocon ne peut plus se contenter d'être suffisant. Ocon est un très grand pilote, quand même, a fait sa deuxième place à Sakir, mais c'est vrai qu'il va falloir prouver encore plus pour garder son baquet, parce qu'il y a quelques rumeurs quand même déjà avec Pierre Gasly qui pourra arriver chez Alpine, mais en tout cas, on encourage quand même Esteban Ocon pour cette saison. Le deuxième pilote Alpine. Pour les francophones, on finit rapidement avec Charles Leclerc. On n'en a pas trop parlé, mais leader d'une Scuderia Ferrari revigorée, ça on l'a dit. Mais la course de Charles Leclerc, un peu anonyme finalement à sa 6e place. Vous ne pouviez pas faire mieux. Est-ce que pour vous, Charles Leclerc aura la capacité de porter sur son dos l'équipe Ferrari rapidement? Thibaut, tu penses que Charles Leclerc est déjà de toute façon le leader de la Ferrari, de la Scuderia Ferrari, mais a les capacités vraiment d'emmener tout le monde avec lui à la Scuderia? Je pense que ouais, de toute façon, maintenant, le titre de pilote numéro 1 n'est même plus à débattre. C'est ce qui a posé problème les années précédentes, c'est que Vettel et lui, enfin surtout l'année précédente, Vettel et lui se disputaient ce rôle-là. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus serein et peut-être aussi un peu plus calme dans sa tête. Il va moins faire des bêtises en course. Mais par contre, pour revenir sur sa course de Bahreïn, je le trouvais très intéressant parce que même en se faisant dépasser, il n'y avait pas de relâchement. C'est-à-dire que sur la deuxième zone DRS, il y retournait. Et bon, voilà, il fait avec ce qu'il a et je pense que il peut, sur un gros coup, sur un coup de poker, en croisant les doigts pour que les ingénieurs de la Scuderia ne prennent pas les pieds dans le tapis, ça peut effectivement faire un podium. Ouais, ça peut faire un podium finalement. Il n'a pas fait de podium comme l'an dernier à la course d'ouverture, mais la course d'ouverture a été assez folle, hein. Voilà, Charles Leclerc avait récupéré la 2e place devant Lando Norris et derrière Valtteri Bottas qui lui avait remporté la course d'ouverture. Mais cette année, c'est bien Lewis Hamilton qui a remporté de justesse ce Grand Prix d'ouverture à Bahreïn. Allez, on va passer à cette partie qui nous a été rédigée par Guillaume. Alors, on a un peu tout dit, donc finalement, là, c'est plus vraiment sur votre avis personnel, le top flop de la rédaction. Et on va commencer avec toi, Guillaume, puisque c'est toi qui as écrit l'article aujourd'hui pour Motors Inside. Quel est le top 3? Alors, le top 3 de la rédaction, tu nous as fait voter dans notre chat privé sur Discord. Mais quel est le top 3, ton top 3, Guillaume, le top 3 de la rédaction pour Motors Inside sur ce Grand Prix de Bahreïn? Alors, le top 3 de la rédaction Hamilton, Verstappen, Red Bull, Mercedes, là, le duel qui était vraiment qu'on attendait, on l'attendait finalement, ça faisait vraiment 2 saisons qu'Hamilton était au-dessus du lot, qu'il n'y avait aucune concurrence, même quand c'était Vettel, il était là mais sans être là, il était là en début de saison et puis finalement après Hamilton était largement au-dessus et même il y a peut-être qu'en 2017 finalement où Sébastien Vettel était vraiment dans le match. Mais oui, donc le duel Red Bull Mercedes Verstappen Hamilton, Sergio Pérez, la remontée de Sergio Pérez, c'était pour moi franchement c'est passé complètement inaperçu, mais c'est vraiment le fait du Grand Prix et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été élu pilote du jour. Et pour ma part, j'avais mis les progrès de Ferrari en troisième top pour ma part et parce que je trouve que vraiment ils partaient, comme disait Thibaut tout à l'heure, ils partaient tellement loin qu'ils sont vraiment revenus dans le match et que clairement la 3e place, s'il y a du progrès dans la saison, il peut se passer quelque chose avec McLaren, ça peut être jouable.
Alors, figurez-vous, parmi les capacités, les talents de Guillaume, c'est de lire l'article au déroulé et de la prendre par surprise, de nous analyser l'article. Bravo, Guillaume, en tout cas, pour ce premier top flop de la saison. Ce top 3, alors, je prends tout de suite, on prend les coms, on voit la bataille Hamilton-Verstappen sans bon cette saison. Voilà mon top 3, ce que nous dit Baratino. Marvin56 aussi, qu'on salue, qui nous dit Hamilton, Verstappen, Perez, je pense dans l'ordre du top 3. Varlushka en top 3, Perez, Norris, Tsunoda dans l'ordre. Alors, messieurs, j'attends bien sûr Thibaut et Bastien, puisqu'on a des avis qui peuvent quand même trancher. Est-ce que Thibaut, tu es d'accord avec ce que vient de dire Guillaume? Est-ce que tu mets ce même top 3 pour ce premier Grand Prix de la saison? On va reprendre les grandes lignes. Oui, on est plutôt d'accord. Oui, en top, je mets quand même Verstappen et le moteur Honda. C'est, je pense, quelque chose qui va faire la différence sur la saison. Ouais. Mais oui, non, dans l'ensemble, je suis d'accord. Honda, parce que toi, Honda, on l'a évoqué sur Motors Inside, Honda qui a fait un pari de changer un peu sa philosophie moteur, la conception du moteur. C'est un peu plus étroit à l'arrière et ça marche. Toi, tu crois fort en Honda, on l'avait déjà dit dans la première émission, mais toi, tu crois fort aussi en Honda, dans cette capacité à entraîner Red Bull vers le haut. Honda, c'est sa dernière saison en tant que motoriste. Tu crois en Honda, Thibaut? Ouais, ça peut le faire sur certains Grands Prix. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça va casser un moment ou un autre. Ils ont tellement poussé le moteur. Je pense que le moteur est tellement poussé que ouais, il y a des chances qu'à un moment ou un autre, ils fassent l'impasse sur des Grands Prix. Mais il y a 23 courses. Ça peut faire la différence. La fiabilité, on parle du moteur, mais aussi ce problème de différentiel. C'est vrai que Verstappen a fait la course avec un problème de différentiel. Ça, c'est fou. Donc, dans ce top 3, toi, Bastien, quel est ton top 3? Est-ce que tu es un peu d'accord avec ce qu'on a dit? La bataille Hamilton-Verstappen en 1, globalement Mercedes-Red Bull, en 2, Sergio Perez, et en 3, le midfield avec McLaren au-dessus. Est-ce que tu es d'accord, Bastien? Ah oui, complètement, complètement. C'est vrai que là, on pouvait pas espérer, meilleur en termes de saison, enfin entre guillemets. Et tous les ingrédients sont réunis avec le match Verstappen-Hamilton, Red Bull-Mercedes, Perez qui risque de faire mal au constructeur avec un Bottas un peu plus fébrile, et puis une bataille pour la troisième place entre certainement McLaren, AlphaTauri, Ferrari, et peut-être d'autres, allez savoir. Donc oui, le top 3, je garde le même. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, on se rejoint un petit peu. Mais par contre, personne, arrêtez-moi si je me trompe, personne ne met Tsunoda dans son top 3. Ah, il l'attendait, Guillaume, il l'attendait. Tsunoda, quand même, les gars. Ouais. Personne, non, vous mettez pas Tsunoda dans le top 3. Thibaut, tu mets pas Tsunoda dans le top 3. Non, je ne le mets pas dans le top 3 parce que je pense déjà qu'on a été plus attiré par le devant de la course et que, bon, au final, on a été impressionné par une bataille Hamilton-Verstappen qui était assez impressionnante. Et, bon, sa prestation est très bonne, mais je pense que comparé au reste de la course, c'est un peu passé au travers au niveau de l'action, au niveau du visuel. Complètement. C'est vrai. Je suis complètement d'accord. C'est passé. En fait, c'est trop passé inaperçu. Comme Perez, sa remontée, Tsunoda, il n'a pas eu le champ visuel qu'il méritait sur les actions qu'il a pu faire. Et franchement, non, il a été bon. Et s'il y avait un top 4, il serait quatrième, quoi. Donc au top 20, bientôt le top 20 de la rédaction. Le top 20, ça va être une bibliothèque qu'il va falloir lire. Non, on reste sur une petite étagère et Varlushka qui est d'accord. Visiblement, on s'entend très bien, Varlushka. Tu auras ton petit chèque hors antenne. En tout cas, voilà pour le top 3. Le flop 3, Guillaume, pour ce premier Grand Prix de la saison. Quel était le flop 3 de Motors Inside? Alors le flop 3, Vettel, Aston Martin, clairement, je pense que c'est vraiment, pour ma part et pour la part de la rédaction, c'est vraiment le numéro 1, c'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment à ce que Sébastien Vettel reprenne des couleurs, qu'Aston Martin, qui était quand même, on le rappelle, la Mercedes Rose l'année dernière, donc qui avait un fort lien avec Mercedes, qui conserve un fort lien avec Mercedes, même s'ils peuvent pas emprunter comme ils l'ont fait l'année dernière. Sur l'ensemble des pièces, on parle. C'est vraiment le flop. Ils étaient largués. Stroll a fait ce qu'il a pu, mais il termine 10e. Sébastien Vettel, on n'en parle même pas. La qualif, selon moi, même si Vettel a été victime des drapeaux jaunes, Vettel, pour moi, c'était maximum à la 16e place. Je pense que Sébastien Vettel ne passait pas en Q2. Je pense qu'il n'avait pas le rythme. Donc c'est vraiment décevant. Ensuite Alpine, forcément, même si on est français et qu'on aime l'écurie française,
même malgré le départ d'Alonso qui était rassurant, il manque de rythme. Il va falloir qu'ils aillent chercher de la performance, même si je pense que la deuxième partie de saison sera meilleure. Le début de saison va peut-être être un peu poussif. Et voilà pour Alpine. Et ensuite, j'avais mis Pierre Gasly pour ma part, en tout cas, puisque je pense que ça va être très serré la bataille pour la troisième, quatrième place. Et je pense que les points qu'a perdu Pierre Gasly risquent peut-être de coûter cher en fin de saison, au moins pour passer un step-up à AlphaTauri et quitter cette septième place qu'on leur pensait acquise. Finalement, on voyait pas AlphaTauri plus haut que septième, et finalement, avec ce début de saison, est-ce qu'ils peuvent pas viser un peu plus haut? C'est possible, et ces points-là risquent de manquer à la fin. Donc, je résume, Guillaume. Flop 3 en 1, Vettel Aston Martin, un Grand Prix à oublier. 2, Alpine à la recherche du rythme de course. Et en 3, Mazepin, As, vraiment au niveau de la Formule 1, point d'interrogation. Voilà, moi j'avais mis Gasly dans mon flop personnel, mais c'est vrai que Mazepin et As, c'était vraiment... Il y a un niveau, en fait, pas forcément Mazepin, puisque Mazepin est rookie, mais As fait vraiment figure presque d'amateur en F1. C'est peut-être fort, mais c'est vraiment l'image que renvoie As depuis 2 ans. Ils ont des problèmes de frein depuis 2 ans. Grosjean s'en est plein, même Magnussen s'en est plein à un moment donné. Et là, ça commence à devenir vachement visible. Et puis, ça va pas aller en s'améliorant. Donc oui, As, vrai flop, même si on s'attendait pas à des miracles. Alors, je reprends rapidement le flop 3, puis après, je vous fais réagir, Bastien et Thibaut, si vous êtes d'accord sur ce flop 3. Mais on a dans le chat Baratinho qui nous dit flop, Mazepin, Vettel, Stroll. On suit à peu près la même ligne que Motors Inside. Visiblement, Baratinho est proche à l'aspi de Motors Inside. Varlouchka qui nous dit flop 1, As, et 2, le cellophane dans les freins. Bien vu, Varlouchka. Troisième, Aston Martin pour ce flop 3. Et après, n'hésitez pas si vous êtes là, si vous passez. On a, je crois, Marvin56 qui nous dit, alors, je crois que c'est les initiales du Mick Schumacher, visiblement, en flop, avec Gasly et Vettel. Ça, c'est assez audacieux. Alors, est-ce que, Bastien, toi, ton flop 3, tu es d'accord? Vettel, Aston Martin, Alpine et Mazepin As, est-ce que tu mets autre chose? Alors, moi, j'enlève As parce que c'est pas vraiment un flop vu que, bon, c'était attendu que ça allait être une catastrophe pour As. Flop 1, Vettel, mais nulle part, absolument nulle part. Parce que quand on a une voiture comme l'Aston Martin qui, comme tu le disais, est une voiture très proche de la Mercedes, qui est censée être très performante, on peut remonter quand même. Parce que devant, il y a des Alfa Romeo, il y a des Alpines, Et il y Williams. a des Williams. Derrière Latifi. Voilà, il y a des Williams. Merci de me compléter parce que je n'allais pas le dire. Voilà, c'est une catastrophe, Vettel. Alors après, c'est une catastrophe sur ce Grand Prix. Est-ce que ça sera une catastrophe toute la saison? Ça, c'est notre question. Mais en tout cas, sur ce Grand Prix, absolument nulle part. Ouais. Voilà, on verra bien. Flop numéro 2, Bottas. Ah. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Flop numéro 2, Bottas. Parce qu'en fait, Bottas, depuis plusieurs saisons, je suis un homme nouveau. Je vais battre Hamilton. Je vais rehausser mon niveau. et puis chaque saison, il se prend une valise. Enfin, chaque saison, parce que des fois, il fait toujours un premier Grand Prix formidable. Australie 2019, il met 30 secondes à Hamilton. Autriche 2020, il met une torpille à tout le monde et puis Hamilton qui est pénalisé. Et là, même s'il a sa fameuse moustache magique, eh ben ça marche pas, toujours pas. Un rythme quasi inexistant, là j'ai les meilleurs tours en course sous les yeux, donc c'est lui qui en est crédité. Une 39,090, voilà. Il a chaussé les pneus en fin de course, il a chaussé des tendres, je crois. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que il y a que alors en fin de course qu'il a réussi à avoir un rythme meilleur, plus d'une seconde plus rapide quand même que Verstappen nos meilleurs tours en course. Mais c'est tout, un rythme de course catastrophe. Et troisième flop, Alpine. Voilà, tu les mets aussi. Je mets Alpine, mais sans être trop méchant parce que c'est juste décevant en fait. Ouais, après il faudra si à Imola ça se rattrape dans 3 semaines, voilà, Alpine, on est quand même un peu déçu. On est déçu de ce qu'on attend. On aime Alpine, on aime cette livrée, donc on attend forcément mieux, même si on analyse les faits. Et là, ce soir, les faits ne sont pas en la faveur d'Alpine. Thibaut, toi, on ne t'a pas encore entendu sur ce flop 3. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on dit? Bastien qui tacle Bottas, est-ce que tu mets Bottas, toi, dans ce flop 3?
Moi, j'avais pas mis Bottas dans le flop 3. Je vais peut-être l'intégrer au final. Ah, Euh, Parce que quand on y réfléchit, effectivement, Vettel, il fait une course désastreuse, une qualification mais nulle part. Mais il faut pas oublier qu'ils ont eu pas mal de soucis en essais hivernaux. Je pense que le temps d'adaptation qu'il faut pour changer d'une monoplace, et surtout venant d'une Ferrari, je pense qu'il faut pas mal d'adaptation, et il l'a peut-être pas encore. Euh, et puis là, je vais peut-être me faire tacler par certains, mais si je vois Stroll 10e, je me dis que Vettel est devant. ouais. Ouais. Donc voilà, je l'avais mis dans mon flop, Vettel. Finalement, effectivement, je vais peut-être mettre Bottas quand même, ou même à ce moment-là, peut-être aussi mettre les instances, les commissaires de piste, pour. Ouais, pour la Hmm. polémique. Parce que on a un peu brossé on a fait voilà, on a brossé moi mon flop 3 voilà, je vais pas aller plus loin mais Alpine, Aston Martin et As Mazepin dans l'ordre. Mais dans le chat, on parle des instances. On l'a dit au début de ce live donc on va pas non plus revenir sur 7 ans dessus mais ouais un flop, moi je trouve qu'ils n'ont pas été très clairs donc est-ce que c'est un flop ouais. La FIA après ouais voilà, des fois ça manque quand même de clarté mais pour moi c'est pas un flop. Vous êtes d'accord avec ça? En deux mots, Guillaume, est-ce que pour toi, on peut les mettre dans le flop, la FIA, ou pas? Est-ce que Michael Masi est dans le flop? En tout cas, ceux qui le mettent dans le flop, je peux le concevoir. Moi, c'est pas mon avis, puisque je pense que depuis que Michael Masi est là, depuis qu'il a repris la succession du regretté Charlie Whiting, la, la, la F1 a pris une autre dimension au niveau du spectacle. Il y a beaucoup plus de liberté donnée aux pilotes. Après, comme tu l'as bien dit, il fallait être clair dès le départ. Je pense qu'il y a eu une zone d'ombre qui a été exploitée par Mercedes, du coup, mais qu'il fallait le clarifier. Est-ce qu'on le met dans le flop? C'est pas mon avis. Et pour revenir rapidement sur Bottas, pour moi, c'est pas un flop, puisque pour moi, c'est vraiment le numéro 2, finalement. Ça va vraiment être son rôle, surtout cette année où Verstappen va vraiment donner du fil à retordre à Hamilton. On l'a vu, ils ont pas hésité à le sacrifier, notamment en Russie 2018 où il était 20 secondes devant Hamilton. Et cette année, ça va être exactement la même chose. Il va avoir des occasions sur certaines courses, mais Bottas ne joue pas le championnat du monde. Et pour moi, c'est dans sa communication que Bottas vraiment il pêche. Ah, une voix off. Alors, on va vous présenter. Bonsoir, voix off. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Vous êtes Romain, je crois. Ici la voix. Tout- tout- Oui, Ah, d'accord. Donc, on a une voix off. On a une voix off. Pour vous préciser, ceux qui suivent le live, nous avons la voix off qui intervient, mais qui ne vous entendez pas. C'est toute la subtilité, mais vous verrez au fur et à mesure, on va construire quelque chose avec cette voix off, un peu comme dans l'émission Le Vestiaire, finalement, chez RMC Sport. Mais nous, on est un peu comme ça aussi. Voilà, on cherche à droite, à gauche, et on essaye d'assembler un très bon live. Mais en tout cas, voilà sur ce qu'on pouvait dire, les amis, sur ces flops de ce premier Grand Prix de la saison avec la FIA. Et donc, on le disait, voilà, finalement, cette communication un peu limite. En tout cas, chacun se fait son avis et c'est ça qu'on attend ce soir sur Motors Inside. Allez, on va terminer. Alors, en tout cas, on remercie tous ceux qui nous ont suivis sur le stream. On va finir avec, on se projetait rapidement. J'ai posé cette question dans le chat. Imola, deuxième Grand Prix de la saison. Imola qui est revenu l'an dernier au calendrier après les conséquences de la pandémie. Imola qui s'est fait une place. Rendez-vous dans 3 semaines. Il va falloir patienter 3 semaines. Je ne sais pas comment on va tenir les amis. Mais en tout cas, peut-être qu'on se retrouvera avant Imola pour ce deuxième Grand Prix de la saison. Restez connectés, bien sûr, pour connaître toute l'actu de Motors Inside sur tous nos réseaux. Mais voilà, cette question, qu'attendez-vous, et je vous la pose, messieurs, à vous, qui êtes les consultants pour ce premier live, qu'attendez-vous le plus pour ce deuxième Grand Prix de la saison à Imola? Guillaume, qu'est-ce que tu attends toi le plus à Imola? Alors, personnellement, j'attends de voir si Verstappen et Red Bull confirment sur une piste différente que Bahreïn, pour rappel, les essais se sont déroulés à Bahreïn, donc du coup, on savait que Red Bull était rapide sur cette piste. On voit que la voiture est vite, mais maintenant on veut vraiment la confirmation qu'ils sont là avec Mercedes et qu'ils vont se battre au moins pendant toute la première partie de saison avec Mercedes et peut-être même être devant puisque on va pas se le cacher à la régulière, Verstappen gagnait ce Grand Prix et Mercedes l'a gagné à la stratégie avec un très bon coup de volant d'Hamilton, il faut le souligner. Mais voilà, moi ce que j'attends le plus c'est vraiment de voir si Red Bull et Verstappen confirment les bons espoirs qu'on a en eux.
Je pense que sur ce circuit plus atypique, Red Bull a toutes ses chances. Toi, Bastien, c'est ce que tu attends le plus à Imola, finalement, de voir si Red Bull va encore pousser plus fort Mercedes dans ses retranchements. Alors, j'attends ça parce que la Red Bull est réputée pour être une voiture très agile et que de l'agilité à Imola, il en faut. Hein, il en faut, c'est beaucoup de virages en appui, c'est énormément de freinage, très peu de longues lignes droites, hein, finalement, à part celle du départ. Il y a très très peu de pleine charge. Donc Red Bull peut jouer de ça et il faudra surtout réussir les qualifications. Mais un match Red Bull-Mercedes n'est vraiment pas à exclure. Par contre, ce que j'attends aussi, c'est de voir les effets de la baisse des appuis aérodynamiques pour voir si les autres voitures vont pouvoir se suivre correctement à Imola. Parce que Mm. si jamais elles ont du mal à suivre, on pourrait avoir plusieurs petits morceaux de peloton à l'avant et à l'arrière de la course, et même au Ouais. milieu. C'était Thibaut, tu es, je crois, d'accord avec ça un peu sur cet éparpillement qu'on pourrait avoir à Imola. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Et surtout, une chose, c'est certain, il n'y aura pas de dépassement par l'extérieur cette fois-ci. Parce qu'à Imola, mis à part Aqua Mineral, je pense que pour doubler, ce sera sur la piste et une roue dans l'herbe, c'est terminé. Au moins, je pense qu'on aura du spectacle. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'année dernière, Red Bull a été plutôt pas mal à Imola. Euh, Verstappen aurait pu truster une victoire là-bas. Mais ouais, non, j'attends beaucoup de ce Grand Prix. Attends, beaucoup. C'est vrai un circuit un peu plus à l'ancienne, comme tu le dis, Thibaut, on n'aura pas ces dégagements. Donc là, ça va se faire. On l'a vu l'an dernier, c'était très difficile de dépasser. Donc ça va se faire à la stratégie et ça va se faire au courage, même si là, il y avait beaucoup de courage pour ce Grand Prix de la saison. Dans le chat, rapidement, on attend, Varluchka attend des Frenchies plus mordants. Ouais, Bastien, Ouais, tu veux interrompre, tu veux je- interrompre le chat. oui, Alors, oui, j'espère que tu as quelque chose de bien à dire. oui, j'allais juste préciser, faut pas oublier que Pérez a fait l'extérieur à Albon après Tamburello, un endroit où c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose à préciser. Et donc, peut-être, voilà, c'est des dépassements qu'on pourrait voir à Imola, même si ça va être plus compliqué, hein, bien sûr, sur le circuit de la principauté de San-Marin. Je disais, je reprends le chat hein, des Frenchies plus mordants, ça qu'on l'a dit. Ocon, il va falloir step up face à Alonso. Gasly, bah, il faudra être plus sage, même si, bon, voilà, c'était une petite erreur de Pierre Gasly, même si, voilà, l'Italie, ça lui avait très bien réussi l'an dernier avec une très belle qualif. Il était parti Quatrième. P4, quatrième, P4, avec son casque d'Ayrton Senna. Il y avait eu un souci sur l'AlphaTauri. Il avait dû abandonner sur cette course à Imola en fin de saison. Après, je déroule le chat. Varlouchka qui nous dit de la pluie à Imola. C'est vrai que. Alors, moi, de la pluie dès le Oh premier Grand Prix de oui. la saison. Ah oui, bah, dès le premier Grand Prix de la saison, dès le deuxième Grand Prix, premier Grand Prix européen, bim de la pluie. Vous attendez ça? C'est chaud quand même. C'est chaud de la pluie. Là, ça pourrait être un festival. Moi, je mets une pièce directement sur Verstappen si c'est ça. En tout cas, Baratino qui nous dit les AlphaTauri ont déjà roulé là-bas, ont déjà limé le bitume. C'est vrai que Ah AlphaTauri, oui. c'est un circuit de test hein, un Oui. peu pour Imola. Donc, pourquoi pas un Tsunoda et un Gasly au plus haut. Une vraie course devant aussi de Perez. C'est ce que nous dit Varlushka. Tous ces enjeux. En tout cas, pour le deuxième Grand Prix de la saison, on les suivra tous ensemble sur Motors Inside. Voilà qui clôt ce premier live de la saison. 1h15, on s'était dit qu'on allait faire 45 minutes, finalement on a débordé, mais voilà, on se calibre, on est encore un jeune live, une jeune pousse. En tout cas, on remercie ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Dernière démarque pour des questions, mais bon, en vrai, on a déjà bien discuté. On remercie Baratinho, Varlushka, Marvin56. Alors, je disais, et on allait lire un viewer of the day. Moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les gars. Tout le monde est le viewer of the day de ce premier Grand Prix de la saison. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'espère que ça vous a bien plu, les gars, ce premier débrief. Et puis, bah, on se retrouve pour la suite. Faites un petit mot rapidement, Thibaut, avec la F2. J'avais dit qu'on allait parler de la F2. Que retenir finalement, Thibaut, tu es notre spécialiste F2. Il y avait Actu F2 hein, qui était là au début du live aussi. Alors, on lui dédie ça. Que retenir de ce premier week-end, notamment Théo Pourchard qui s'est pas mal défendu. Ouais, Théo Pourchaire s'est vraiment pas mal défendu. Moi, je reviendrai surtout sur un point intéressant, c'est le changement de format. On a assisté à une première course un peu fade, mais derrière, ça a été vraiment le feu. On a vu des rookies qui sont venus pour pousser les autres. Ils sont là pour faire leur place. En fait, toutes les cartes sont redistribuées. On attendait Robert Schwartzman et bah, il n'est pas là. À la place, c'est son coéquipier qu'on voit plus au final. Non, je
Je pense qu'il y a un énorme potentiel et si jamais on s'ennuie en F1, on peut regarder la F2, il n'y a aucun souci. C'est Thibaut qui vend. À retrouver aussi, je pense, je ne pense pas me tromper, mais on aura un petit retour sur. On va essayer de vous proposer ça à côté de l'actu F1. Thibaut, un petit retour sur ce premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Sur le championnat, c'est Guan Yuzu qui mène le début de la saison et l'Académie Alpine qui s'est distinguée avec aussi Oscar Piastri et qui a remporté une très belle deuxième course. Franchement, tu l'as dit et tu as tout à fait raison. C'est vrai que cette saison de F2, on va la suivre aussi tous ensemble. Baratinho, qui je crois est un grand fan de F2, était content qu'on parle de cette actu F2, la F2 qu'on retrouvera seulement à Monaco, puisque vous le savez, la F2 et la F3 sont séparées, et donc la F2 sera de retour à Monaco. Fin mai, on espère qu'on sera là pour vous faire vivre aussi à Monaco. Fin mai, le Grand Prix de Monaco dans la Principauté. N'est-ce pas, Thibaut? Oui, Thibaut, on croise les doigts, bien sûr. Motors Inside accrédité sur la F1. Motors Inside présent depuis 2007, comme Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui remporte un Grand Prix chaque saison. Lewis Hamilton qui a remporté le premier Grand Prix de la saison. Mais le premier live, en tout cas, débrief de cette saison, c'est vous, les amis, qui avez suivi ce live. C'est vous, les viewers of the day. Tout le monde a gagné. C'est l'école des fans. Et on vous remercie pour ce premier live de la saison. Merci, Guillaume. Merci, Bastien. Merci, Thibaut. Merci à vous, les gars, d'avoir participé, d'avoir donné votre avis pointu. Vos petites piques aussi. C'était très sympa, en tout cas. Merci, les gars. Merci à toi. Vous. Et une très bonne soirée. Je vous laisse dire bonne soirée à nos auditeurs, j'allais dire à nos viewers. En tout cas, on vous salue. C'est fini pour ce premier débrief de la saison. Motors Inside espère continuer avec vous, de vous proposer les premiers débriefs de la saison 2021. Restez connectés sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, tout ce que vous voulez pour suivre l'actu. À bientôt et rendez-vous au deuxième live, bien sûr, pour paraphraser l'ami Julien Febro de Canal+. Salut à tous, salut à toutes et à bientôt sur Motors Inside. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao.